Effondrement du réseau électrique. J'arrive, madame. Le toit du 3e étage commence à s'effondrer. Cela a créé une crise humanitaire, une panne d'électricité à l'échelle de l'État. Le Texas, un État connu pour sa résistance à la chaleur, se retrouve soudainement à la merci de 2 tempêtes hivernales brutales. Les familles affrontent un froid inédit et des coupures de courant de plusieurs jours. La situation devient rapidement une question de vie ou de mort. Nous allons explorer la grande vague de froid du Texas, comment elle est devenue un record et comment ses effets auraient pu être atténués. Lorsque le front froid a frappé ce mercredi-là, les équipes des compagnies d'électricité ont déclaré qu'elles étaient prêtes à intervenir pour tous les signalements de coupure de courant. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Le lendemain matin, la première alerte météo a été émise dans le nord-ouest du Texas. Des pluies béarement verglaçantes isolées ont débuté et se sont propagées au comté voisin après le coucher du soleil. À 18h30, un vol Delta Airlines est sorti de la voie à l'aéroport international de Pittsburgh. Aucun blessé n'a été signalé, mais les passagers sont restés dans l'avion pendant 3 heures avant de débarquer. Il a fallu attendre 24 heures de plus avant que l'avion soit retiré de la piste. Même si l'incident avec Delta a vite été maîtrisé, ce n'était qu'un prélude à l'aggravation rapide de la situation au Texas. Peu après, le centre d'appel d'urgence de Fort Worth a été submergé d'appels désespérés. Qu'est-ce que... J'ai fait? Oh mon Dieu, je crois avoir percuté l'un des... escaliers. Ma voiture tournait en vrille. Un homme dans la voiture voisine crie. Je ne sais pas combien de voitures j'ai empilées. Elles sont toutes entassées. Les secours sont arrivés sur les lieux d'un énorme accident impliquant 133 véhicules. De nombreux participants étaient que des professionnels de santé en blouse avec des badges d'hôpital. Un ambulancier en repos a aussitôt pris les choses en main, travaillant plusieurs heures malgré une cheville fracturée et d'autres blessures dues à la collision. On vient vous chercher, d'accord? Vous avez mal quelque part? Pouvez-vous vous écarter si je brise cette fenêtre? Les camions de pompiers ont ensuite fermé la route pour éviter d'autres carambolages. Près de 120 secouristes étaient sur les lieux pour dégager la route. Pendant ce temps, des bus sont arrivés pour aider les automobilistes à se réchauffer après avoir été libérés de leur voiture afin de prévenir l'hypothermie. Après une opération de 4 heures, le bilan s'élevait à 6 morts, tandis que plus de 60 autres personnes ont été soignées pour des blessures, dont 4 policiers. La gravité de la tempête et l'accident font que la route restera bloquée plusieurs jours. La collision fut l'accident le plus marquant des tempêtes de février 2021, mais beaucoup d'autres ont suivi. Alors que la catastrophe se déroulait, le Texas a déclaré l'état d'urgence. Cependant, la réponse a révélé une négligence importante. Bien qu'ils aient donné la priorité au gaz, ils comptaient fortement sur le chauffage électrique. Cela a montré un manque de préparation dans la gestion de l'énergie. Dès le week-end, les températures glaciales ont forcé la fermeture de 22 centrales électriques au gaz. Les infrastructures, y compris les installations de production et les pipelines, n'étaient pas conçues pour fonctionner dans de telles conditions de froid. Avec la demande en hausse, les prix ont fortement augmenté, rendant le chauffage plus cher et accroissant les risques de coupure. De plus, les arrêts dans des secteurs industriels essentiels menaçaient de perturber l'économie, non seulement localement, mais à l'échelle nationale. Comme si cela ne suffisait pas, un événement hivernal sans précédent se dirigeait droit vers le sud-est du Texas. Un front froid arctique a apporté neige, grésil et pluies verglaçantes sur la région, s'intensifiant durant la nuit. 2 phénomènes météorologiques provoquaient la tempête. D'abord, une forte pression sur la région polaire a entraîné une basse pression dans le nord des États-Unis, laissant l'air très froid atteindre le Texas. Deuxièmement, un vortex polaire a entraîné de fortes vagues de froid venant du pôle nord vers le sud. Les routes sont devenues impraticables et les températures sont descendues jusqu'à quelques degrés ou même en dessous de zéro dans certains endroits, avec des sensations de froid encore plus basses à cause du vent. Premiers avertissements de refroidissement éolien et gel intense dans l'histoire de l'État. La demande d'électricité et de gaz a explosé alors que les habitants tentaient désespérément de rester au chaud dans des maisons non préparées. En raison de la demande écrasante, des coupures imprévues ont commencé à se produire. Et bientôt le FULACRA, le fournisseur d'énergie Electric Reliability Council of Texas, a émis un avertissement concernant de potentielles coupures tournantes.
Le même jour, Joe Biden a déclaré l'état d'urgence. Tôt le matin, Electric Reliability Council of Texas a demandé aux compagnies d'électricité de baisser la puissance pour éviter une panne du réseau. Cette action appelée délestage a coupé l'électricité à plus de 3,6 millions de personnes en Tetzitrats. Parmi les personnes touchées se trouvait la famille Beckel, et tout a commencé par un appel au 911. Incendie, probablement médical. Contrôle de bien-être. Que se passe-t-il? Nous avons de la famille là-bas, et la dernière fois qu'on leur a parlé, ils se sont évanouis au téléphone. Nous voulons juste savoir s'ils vont bien. D'accord, restez en ligne pour Houston. Médical, un instant. Le service d'incendie de Houston a frappé à la porte 13 minutes plus tard, mais est reparti faute de réponse. Lorsque le Standard a rappelé, il n'a pas averti les pompiers d'un possible empoisonnement au monoxyde de carbone. Personne n'est sur place, donc c'est l'une de ces situations où, s'ils arrivent et doivent forcer l'entrée, ils vont casser la porte, enfin juste casser la serrure. Oui, ça va, faites-le dès que possible, d'accord. C'est bien un membre de votre famille? Non, je veux dire notre famille. Nous pensons qu'ils ont peut-être inhalé du monoxyde de carbone dans le garage. Pourquoi pensez-vous cela? En raison des personnes qui les avaient appelés le matin. Reste à savoir pourquoi ils auraient inhalé du monoxyde de carbone. La voiture tournait dans le garage pendant qu'ils cuisinaient, faute d'électricité, et tentaient de recharger leurs appareils. Nos équipes sont sur place. Je les laisse décider tactiquement de l'incident et j'envoie la police de Houston sur place. Ils sont encore partis sans parler à personne à l'intérieur. Plus de 2 heures après le premier appel, la famille inquiète n'avait toujours aucune nouvelle. J'ai appelé il y a 2h30 pour une vérification de bien-être. J'appelle pour avoir des nouvelles. D'accord? Donc nous y sommes allés. Avez-vous parlé aux personnes dans la maison? J'ai déjà contacté les pompiers. Ils ont dit... Le camion était là pendant 15 minutes, mais c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. D'accord, c'est pareil que je peux vous dire. J'ai les mêmes informations qu'eux. Même si c'était la 3e visite à la maison, les pompiers se sont perdus. Ils sont arrivés vers minuit. Il n'y avait toujours aucune réponse au coup de frapper à la porte. Cependant, cette fois, ils ne sont pas simplement repartis. Ils ont préféré appeler pour poser d'autres questions avant d'entrer. Ils sont allés à l'adresse et ont dit que c'était vide. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un est là-bas? Donc, nous pensons qu'une famille composée de 2 parents et de 2 enfants est inconsciente à cause d'une inhalation de monoxyde de carbone. À l'intérieur, les 4 membres de la famille étaient inconscients. On pense que la famille était inconsciente depuis plus de 12 heures avant l'arrivée des secours. Pour la mère de 46 ans et sa fille de 7 ans, il était déjà trop tard. Toutes 2 ont été déclarées mortes sur place. Le père et son fils de 8 ans, inconscients mais vivants, ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Tragiquement, la porte d'entrée de la maison familiale était restée déverrouillée tout ce temps. Plus tard, on a découvert que la mère utilisait sa voiture pour se réchauffer. Lorsque son mari est allé au garage, il l'a trouvée inconsciente à l'intérieur de la voiture, le moteur tournant toujours. Une famille de Conroe s'est également réveillée face à une tragédie inimaginable, moins de 24 heures plus tard. Christian Pavone, 11 ans, a été retrouvé inanimé dans le lit partagé avec son frère. Quelques heures plus tôt, Christian était ravi de découvrir la neige pour la première fois depuis son arrivée aux États-Unis du Honduras en 2019 pour rejoindre sa mère. Des images vidéo prises à la maison le montrent jouant dans la neige. Pour rester au chaud, la famille de 5 s'est blottie dans une seule pièce de la maison mobile. Christian a été déclaré mort cet après-midi-là, apparemment d'hypothermie. Cependant, l'autopsie révélerait une autre histoire menant à un procès. Alors que les familles affrontaient la tempête chez elles, dehors, les infrastructures de l'État cédaient sous la pression. À ce stade, de nombreuses usines de traitement du gaz méthane avaient perdu l'électricité car elles n'étaient pas considérées comme essentielles. Cela a compliqué l'approvisionnement en gaz des centrales électriques. Pour contrer la pénurie d'énergie, les régulateurs ont augmenté l'approvisionnement en électricité, entraînant une forte hausse des prix et des factures d'énergie pour les habitants. Les États voisins, eux aussi frappés par le froid, ont pu importer de l'électricité de la côte Est, restée épargnée. Cependant, cela n'a offert que peu de répit au Texas, qui dispose d'un réseau électrique largement autonome avec des connexions extérieures limitées. Cela faisait 5 jours que la tempête sévissait, et la situation ne cessait d'empirer. Les supermarchés subissant déjà les problèmes d'approvisionnement.
Les clients étaient limités dans l'achat d'eau et de propane. Pendant ce temps, il y avait des déclarations contradictoires dans les médias concernant la panne de courant. Les autorités ont attribué la responsabilité aux énergies renouvelables, mais Electric Reliability Council of Texas a précisé que les éoliennes gelées n'étaient pas mais pas la cause principale des coupures. Le lendemain, les températures ont commencé à remonter, mais les Texans ignoraient encore ce qui les attendait. Au cours de la journée, la production d'électricité a repris et les coupures ont cessé dans l'État. La crise énergétique diminuant, un nouveau défi a surgi. Les conditions météorologiques extrêmes avaient provoqué la rupture des conduites d'eau principales, obligeant les habitants à laisser couler leurs robinets pour éviter que les tuyaux ne gèlent. De plus, les coupures de courant ont affecté les stations de traitement de l'eau, entraînant une baisse de la pression dans le réseau d'eau. Les conséquences étaient graves. Près de la moitié des Texans ont été privés d'eau potable. Leur seule option était de faire bouillir l'eau du robinet ou de faire fondre la neige. En raison des coupures de courant persistantes, beaucoup n'ont pas pu le faire. La gravité de la situation a été relayée sur les réseaux sociaux, inondés d'images de personnes remplissant des seaux d'eau et utilisant des solutions de fortune comme des sacs en plastique ou des toilettes. Les coupures de courant ont perturbé la distribution alimentaire, forçant certains à quitter la file. Mais pour certains, c'était encore pire. Des canalisations éclatées ont causé de fortes inondations dans des habitations. La plupart des maisons avaient leur conduite d'eau principale enterrée sous la cour avant, cachée sous la neige, rendant la vanne d'arrêt difficile à localiser. Alors que les habitants combattaient les conduites d'eau gelée, une autre urgence est survenue. Les pompiers ont été appelés pour un incendie au Hilton Garden Inn. Ils sont arrivés à l'hôtel où des flammes et d'énormes colonnes de fumée s'élevèrent du toit. L'hôtel était complet, la plupart des 102 chambres étant occupées par des habitants locaux à cause des conditions météorologiques extrêmes qui limitaient ou coupaient leur accès à l'eau chez eux. 4 chambres commencent à s'effondrer. Nous devons commencer à forcer la porte. Pas le temps de tricher. Nous avons un grand nombre de personnes ici, des résidents, un grand nombre. 2 jours avant l'incendie, des canalisations gelées avaient inondé le hall de l'hôtel. Pour limiter les dégâts, le système de sprinkler a été désactivé. Malheureusement, cela a laissé le bâtiment vulnérable. Les sprinklers désactivés ont favorisé la propagation rapide du feu lors de l'incendie. La lutte contre l'incendie a été compliquée par l'endommagement de l'approvisionnement en eau dû à des canalisations éclatées. Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie après minuit. Un client a été légèrement blessé et 2 autres traités pour inhalation de fumée. Malheureusement, l'animal de la famille, Chico le Chihuahua, est mort dans l'incendie. Juste avant le 9e jour, la grande vague de froid a enfin pris fin. Mais pour les victimes touchées par la crise énergétique, leur combat ne faisait que commencer. Et il était temps de comprendre pourquoi les choses avaient si terriblement mal tourné. La grande vague de froid était-elle réellement inédite ? La prise au dépourvu du Texas était-elle vraiment une coïncidence ? Le principal problème était sans aucun doute la forte demande d'énergie pour le chauffage dans un état non préparé. La catastrophe, due à des conditions météorologiques inédites, restait pourtant prévisible. C'était la 3e fois que les recommandations étaient négligées. Étonnamment, la situation aurait pu être bien pire. Pendant la panne de courant, Electric Reliability Council of Texas a admis avoir évité de justesse une coupure prolongée qui aurait pu durer des mois. L'entreprise a défendu ses actions qui ont entraîné la plus grande coupure de courant forcé de l'histoire des États-Unis. Environ 90% des Texans dépendent d'Electric Reliability Council of Texas pour leur électricité, provenant surtout du gaz naturel, de l'éolien et du charbon. Malgré son rôle crucial, Electric Reliability Council of Texas n'exploite pas son propre réseau électrique. Il collabore avec plus de 1800 entreprises, fournisseurs et services publics du marché de l'énergie pour gérer l'approvisionnement en électricité. Au moins 19 personnes sont mortes d'une intoxication au monoxyde de carbone durant la tempête. Christian Pavonnet, 11 ans, figurait parmi elles. L'autopsie a révélé une cause de décès similaire. D'abord suspectée d'hypothermie, la véritable cause était l'intoxication au monoxyde de carbone. Les enquêteurs ont établi que les fumées mortelles venaient d'un générateur à essence prévu pour l'extérieur. Le Texas est l'un des 6 États n'exigeant pas d'alarme au monoxyde de carbone. Des milliers de Texans ont rapidement poursuivi Electric Reliability Council of Texas pour décès, blessures et dommages.
mais ils échoueraient. La Cour suprême a statué que le fournisseur d'énergie bénéficie de l'immunité souveraine, qui protège les agences gouvernementales fournissant des services essentiels. Il y a eu 246 morts au total, mais ce nombre a été contesté par la communauté. Les tempêtes ont causé entre 80 et 130 milliards de pertes liées aux dégâts et aux opportunités manquées. Un an après, l'enquête du Bureau national de la sécurité des transports sur le carambolage de 133 véhicules a montré que les opérateurs routiers avaient été prévenus des conditions météo extrêmes. Malgré l'application d'un dégivrant, des températures plus basses que prévues ont rendu la route dangereuse. Depuis cet état, le Texas a adopté la loi du Sénat numéro 3, imposant la protection des infrastructures énergétiques contre les intempéries et des inspections régulières de conformité. Electric Reliability Council of Texas a renforcé sa réponse aux urgences et sa communication, rendant le réseau électrique plus fiable. La Commission des services publics du Texas a également renforcé la gestion et l'application des règles afin de garantir le respect des nouvelles normes. De plus, des campagnes de sensibilisation ont informé les résidents sur l'isolation des habitations, la préparation aux situations d'urgence et les dangers de l'intoxication au monoxyde de carbone. Mais des questions subsistent. Ces mesures permettront-elles de faire face aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes? La protection contre les intempéries sera-t-elle enfin prioritaire? Et surtout, le Texas est-il prêt à affronter de futures tempêtes? Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.